Alors, notre trio du mercredi. Bonjour Aurélie Langto. Bonjour. Étudiante en droit, journaliste. Bonjour Jonathan Roberge. Bonjour. Auteur, réalisateur, humoriste et comédien. Antoine Rostrampe. Bonjour. Bonjour. Éditeur et diplômé en philosophie. Jonathan qui était aux échangistes hier soir. Oui. Ça veut dire que vous êtes un A, là, c'est ça? Il y avait quand même Patrick Bruel et Mélanie Ménard, donc j'étais le C hier Le sans problème. C de service. Le C de service, mais sans problème. Mais très bienvenue. Évidemment, avec un peu grillé, questionné sur la question des oliviers. Oui. Vous êtes resté prudent. Oui, c'est un terrain glissant en ce moment quand on est humoriste et qu'on côtoie tous ces gens-là Ouais. et ces producteurs-là, donc on garde... Non, on peut dire ce qu'on pense, mais pas trop. Pas trop. Ouais. Non, je veux pas... De toute façon, on a parlé d'humoriste et de liberté d'expression la semaine dernière avec Dieudonné. Ouais. Oui. Alors, on s'est réservé un autre C'est sujet prémonitoire dans pour cette semaine. Oui, on pensait pas que ce serait autant Voilà. d'actualité, Non. Ouais. effectivement. Et cette semaine, en fait, on vous lance sur un autre sujet qui s'impose et puis que beaucoup de gens, finalement, avaient pas tant envie que ça de voir rebondir dans l'actualité. Comment on va essayer de vendre, ceux qui veulent la vendre, la souveraineté du Québec à une nouvelle génération d'électeurs. Parce que, avec une course à la chefferie du PQ, c'est inévitable. Cette question-là devient centrale. Alors, est-ce que ce projet-là, d'abord, vous qui avez mi-vingtaine, Aurélie, puis c'est qui le plus vieux de vous deux, les gars? Moi, j'ai 33. 37. 37. OK, c'est intéressant. Vous êtes On ratisse vraiment... plutôt large. Ouais. Vous ratissez large, mais vous êtes vraiment dans cette génération qui a peu connu les Oublié. référendums. Vous n'avez pas voté, là, personne. J'avais 17 ans en 95. C'est ça. Donc, non, je n'ai pas voté. Et je pense même que je suis dans les premiers de cette longue génération ou longue gueule de bois post-référendaire dont ma génération et celles qui m'ont suivi. Parce qu'à 17 ans, on peut quand même s'être un peu enthousiasmé tout à fait. et tout ça. Mm-hmm. Mais Oui, vous oui. avez senti cet effet gueule de bois. Complètement. Et je pense pas qu'on en est complètement sorti. J'ai l'impression qu'on est encore à la recherche d'un verre d'eau rafraîchissant, réhydratant pour Absolument. cette gueule de bois qui dure depuis 21 ans. Voilà. On est à la recherche d'une manière de faire vibrer cette idée-là, finalement, aussi chez les gens. Absolument. Puis moi, je trouve ça intéressant parce que autant Jonathan et Antoine, vous avez pu connaître peut-être plus la gueule de voix post-référendaire. Moi, c'est plutôt, au référendum de 1995, donc j'avais 3 ans. Donc moi, j'ai pas connu l'espèce de blessure ou de déception qui a pu s'en suivre. Moi, au contraire, j'ai grandi, j'ai l'impression, en ayant un rapport à la souveraineté qui était, qui baignait dans une espèce d'indifférence générale, finalement. Moi, j'ai pas ressenti la déception. Tout ce que je sais, c'est que on en parlait très peu dans les moments où j'ai grandi et où moi-même, j'ai pu commencer à m'intéresser à ces questions-là. Et puis, c'est vrai qu'en ce moment, on est dans une espèce de vide quant à la question de renouveler Mais vous le venez projet d'un souverain. milieu, je pense, Aurélie, qui était quand même plutôt souverainiste. Plutôt souverainiste, assez politisé aussi Mais également. Ils ont fait quoi? Ils ont fait le vide. Ils ont arrêté de vous en parler? Ben, je pense que oui. Je pense que mes parents, par exemple, et les membres de ma famille, les gens autour de moi, eux étaient très déçus. Ça, c'est très clair. Puis j'ai l'impression qu'après, il y a eu, mes parents, c'est des baby boomers. Eux, comme beaucoup, je crois, on dit, peut-être que c'est fini. Peut-être qu'on peut passer à autre chose. Alors que moi, je pense que chez les jeunes, chez les gens de ma génération et peut-être même un peu plus vieux, il y a encore un intérêt réel, mais pour autant qu'on reconstruise et qu'on renouvelle ce projet-là. Qu'on refasse l'image Voilà, aussi. exactement. Puis qu'on arrête de simplement parler du calendrier référendaire, comme c'est un peu le cas en ce moment. Qu'on renouvelle la langue aussi, qui entoure comment on parle de la souveraineté et d'un projet comme celui-là. J'ai l'impression qu'on tombe toujours, et on le voyait en arrivant dans le studio, on disait que le sujet c'était la souveraineté, et les gens font la grimace. Ouais, c'est quelque chose, hein? Je pense que... Il y a une lassitude. Je suis conscient que la souveraineté, c'est pas une marque de souliers, mais il faut rebrander. Il faut rebrander. Rebrander, Oui, la marque. Il faut refaire la marque, parce que justement, dès que moi je parle de souveraineté avec des amis, c'est comme si j'avais le vieux speech. Tout le monde, décroche un moment donné. Mais Tout de Jonathan, suite. avez-vous le vieux speech? Parce que c'est ça l'affaire, c'est que les gens veulent plus entendre un certain discours. Est-ce qu'on vous reproche de l'incarner? Non, je crois pas. Je crois pas. Je crois pas avoir un vieux speech, le vieux discours. Je crois que je viens d'une famille moitié anglophone et je viens d'une famille anglophone séparatiste. Je veux dire, il doit pas en avoir mille. Non, en effet. Non, c'est ça. Ma mère est anglophone et séparatiste. Moi, je me rappelle avoir vécu d'une autre façon la défaite
De 95, vous aviez donc quoi, 12-13 ans? J'avais 12 ans et puis je me rappelle que je sortais d'une pratique de hockey et que ma mère avait les yeux pleins d'eau et que mon père me l'annonçait dans la voiture comme si c'était... La fin du monde? Oui. La mort d'un oncle. Et est-ce que chez eux aussi, il y a eu, comme chez les parents d'Aurélie, un genre de mise en veilleuse de l'idéalisme? Oui, comme un... Oh, OK, c'est fait, on a essayé, puis c'est OK. Mais est-ce que, par la suite, justement, c'est qu'après ça, vous avez bâti sur d'autres valeurs? Absolument. Puis moi, j'ai l'impression, on dit, peut-être qu'on est tanné du vieux speech, entre guillemets. Moi, je pense pas. Je pense qu'en ce moment, le problème, c'est que ce qui a occupé le terrain du discours souverainiste dans les dernières années, c'est un nouveau speech, un nouveau discours, mais qui se fonde sur des valeurs qui sont extrêmement vétustes, puis sur une vision de ce que devrait être la souveraineté, de ce que devrait être l'identité québécoise, qui ne rejoint absolument plus la génération là, actuelle. j'ai comme l'impression qu'en tête, il y a quelque chose qui clignote dans votre tête qui s'appelle la charte. Oui, la charte. Mais de façon générale, la montée des discours identitaires ou conservateurs au Québec, c'est ça qui a occupé le terrain de la discussion sur l'indépendance dans les dernières années. Et moi, je pense que à ce titre-là, les jeunes, effectivement, s'en désintéressent. Je crois que ça ne parle pas aux jeunes générations qui ne voient pas. Je pense que le pari identitaire du Parti québécois est un échec. Je veux dire, les libéraux sont encore en tête des sondages. Il y a un repli qui a été tenté pour des raisons d'effectivement d'essayer de renouveler quelque chose en allant vers le soi-même, en allant vers les francophones, en essayant de reconquérir, mais avec une génération, la mienne et celle... La fierté de nos origines. La fierté de nos origines, mais ça, c'est vraiment le repli sur soi-même, je pense, qui est... Mais qui est désincarné aussi. Cette vision-là, cette espèce de romantisme abstrait de ce que devrait être l'identité québécoise et flotte complètement à côté de la véritable question qui devrait nous occuper et qui est celle de dire qu'est-ce qu'on fait avec le Québec? Comment on est censé, à travers le projet souverain, donner corps à nos besoins collectifs? Mais dans ce que vous décrivez tous les deux, Antoine et Aurélie, là, est-ce qu'il n'y a pas un méchant clivage de génération? Est-ce que c'est pas presque coupé au couteau? Pas tant, je trouve. Pas tant. Moi, j'appelle ça le discours de la ceinture fléchée fâchée, là. Oui, et il y en a chez les jeunes aussi? Ah oui, j'en ai chez des amis à moi que ça me surprend à chaque fois parce que je trouve que c'est une question que je sais pas si c'est la même chose pour vous, mais moi, dans des soupers, après une coupe de verre de vin, on ouvre le sujet et c'est là que tu te rends compte dans tes amis qui c'est qui est xénophobe ou pas. Et je pense que Facebook nous l'a montré aussi. Et je pense que c'est chez tout le monde. C'est chez tout le monde. Je crois que justement, c'est la quête... on mélange beaucoup de choses dans ce débat-là. Mais c'est sûr que moi, vous me dites ceinture fléchée fâchée, je trouve l'image très forte. Ouais. Et je me dis, si c'est avec ça comme bannière qu'on veut bâtir un pays, ça peut inquiéter d'autres jeunes, là. Ben oui, mais moi, je pense que ça peut les désintéresser. Je crois qu'il y a beaucoup de jeunes qui, devant ce discours qui est méfiant par rapport à la diversité culturelle, il y a beaucoup de jeunes qui se braquent en disant, mais d'où est-ce que ça sort carrément? Parce que eux, les gens de ma génération ont grandi avec cette diversité-là au Québec qui était de plus en plus présente sans que ça pose problème. Mais sans qu'il y ait de clivage. Oui, non, effectivement. C'est ça. Mais néanmoins, dans le sens qu'il n'y a pas eu cette espèce de sentiment que l'autre serait un problème. Alors, lorsqu'on nous dit que la souveraineté est une façon de réaffirmer qui nous sommes par rapport à une menace, ça fonctionne pas. Mais c'est aussi un appel aux émotions. C'est un appel... On a essayé de remettre de l'idéalisme ou de la fougue à travers les émotions, alors que je crois que ce qui manque, c'est un véritable argumentaire rationnel, objectif, les pour et les contre. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Qu'est-ce qu'on contrôlerait? Qu'est-ce que ça voudrait dire au niveau économique? Qu'est-ce que ça voudrait dire au niveau légal? Donc, je pense qu'on est prêt pour entendre des arguments. Ah oui? Oui. Plus rationnels. Totalement. Alors, vous rappelez-vous avoir entendu parler d'un rapport remis par 3 jeunes députés qu'on avait appelé les 3 mousquetaires? On a célébré récemment les 10 ans, là. Ça fait 10 ans, il y a à peu près 2-3 ans. Donc, c'est un rapport qui a été fait il y a une douzaine d'années, 13 ans peut-être. Et déjà, à ce moment-là, ils avaient fait le tour du Québec et ça avait beaucoup choqué les vieux de la vieille au Parti québécois parce que le constat, c'était on n'aura pas les jeunes. Les jeunes, il faut leur parler d'altermondialisme, d'environnement, de diversité culturelle. Écoutez, ce constat-là, il a été fait. Mais moi, j'ai un problème avec ça dans la mesure où c'est pas vrai que le fait que les jeunes aient des préoccupations écologiques, aient des préoccupations sur la façon dont on administre l'économie dans un contexte mondialisé, c'est pas vrai que c'est incompatible avec la souveraineté. Mais non, mais ce qu'ils disaient, eux, c'est qu'il faut repenser le discours
autour Faut le de faut ça. le C'est ça. revendre, ce La que je souveraineté disais, faut devient le un rebranding, moyen c'est ça. d'atteindre les objectifs qu'on se fixe collectivement à cet égard-là. Et de façon plus générale, quand on parle de défendre l'identité québécoise, moi, je pense que les jeunes ont envie d'entendre parler des moyens pour la défendre. Refinançons nos écoles. Ayons une politique culturelle qui se vaut. Je veux dire, il y a des façons de concrètement actualiser cette identité québécoise-là qui est comme un peu en latence, indéfinie, et qui serait très porteuse pour la réalisation de la Mais je crois qu'il faut passer par... La première étape, c'est de recharmer les gens à ça. Absolument, Parce mais qu'on oui. a bien beau avoir tous les arguments du monde, si à la base, la personne ne veut même pas écouter, ne veut pas entendre le discours... Oui. Mais alors, j'ai devant moi, finalement, c'est très intéressant parce que j'ai l'impression d'avoir devant moi 3 personnes potentiellement souverainistes, Oui. mais qui sont pas prêts à se lever puis à monter aux barricades à n'importe quel prix, qui finalement, est-ce qu'il y a pas un autre constat qui vient avec ça? C'est, finalement, il y a pas mal d'affaires qu'on peut faire sans ça. La réalité canadienne dans laquelle on vit ne nous brime peut-être pas autant qu'on le pensait ou Non. qu'on le vivait. Moi, je pense que pour moi, en tout cas, ça arrive au sommet de la liste. Des choses qu'il faut faire pour se donner les moyens de réaliser des objectifs collectifs. Moi, je pense que la souveraineté du Québec, c'est une priorité, à mon avis. Si on la lie concrètement à des objectifs sociaux, à des objectifs culturels. Donc, pour ma part, non, c'est pas un potentiellement souverainiste. C'est souverainiste, mais qui réalise très bien que ça ne peut pas être une fin en soi. Mais comment le clivage, selon toi, Aurélie, le clivage gauche-droite, comment on peut faire une coalition gauche-droite autour d'un projet commun? C'est très difficile, selon toi? Ben là, c'est sûr que ben moi, On pèle ça de ton on côté. fait ça. Explique-nous. Arrange-toi avec ce problème-là. Ben moi, je pense que ce qu'il faut garder en tête, moi, à mon avis, puis là, on pourrait être en désaccord, mais moi, je crois que les idéaux progressistes sont les mieux à même de véhiculer l'idée de la souveraineté. Donc, à mon avis, si on veut parler justement de financement de la culture, de financement de l'éducation, de s'occuper correctement de la question écologique, je crois pas qu'on peut faire ça avec des politiques néolibérales puis avec un discours de droite complètement aveugle aux considérations sociales et culturelles. Je pense pas non plus qu'on peut réussir à faire le projet souverain avec un discours identitaire de droite. Donc, en ce sens-là, à mon avis, sans vouloir dire que la gauche devrait avoir le monopole de la question souveraine, mais au moins la gauche, elle est cohérente dans sa façon de vouloir faire la souveraineté. Oui, en tout cas, Bernard Landry disait, lui, elle est pas à gauche, elle est pas à droite, la souveraineté, elle est par en avant. Par en avant. La Ouais, formule avait quelque chose de frappant. Ouais, bon. Mais c'était une façon de dire qu'on pouvait y aller tous en même temps, puis décider après, ce qui était beaucoup la façon de voir aussi de Pierre-Carl Péladeau, Ouais. décider après qu'est-ce qu'on fait avec ça. Mais pour vous, c'est l'œuf ou la poule, puis si je comprends bien, vous voyez pas l'œuf puis la poule au même, Non, du moi, même je bord pense de que l'équation, là. Non, c'est ça, parce que peu importe nos allégeances politiques, on va penser que notre côté a raison, que ce soit droite, gauche. Je pense que à la base, je reviens sur ce que je disais, il faut juste charmer les gens. Je trouve que le Québec est divisé. Au Québec, il y a Montréal, il y a Québec, puis il y a les régions. C'est plate à dire. Le clivage, vous le voyez quasiment plus là qu'un clivage générationnel. Oui, totalement. Totalement, parce que quand tu grandis à Montréal, tu côtoies... Vous avez grandi où, vous? dans la région de Montréal. OK. Tu vis avec le côté multiculturel. Tu vis entouré de gens différents de toi qui parlent d'autres langues. Et quand tu t'en vas ailleurs et que justement tu as le discours de la ceinture fléchée-fâchée qui te fait dire « Ah non. » De manière, le débat s'en va vers le côté francophone, comme si le Québec devait juste être francophone. Mais il y a toujours existé ce côté, le danger de la xénophobie, là. Et c'est toujours là qui guette tout le monde. Chaque génération, chaque adolescent doit être... on doit lui faire attention, puis si est constamment, on les répète constamment qu'il doit avoir peur. Donc, il y a toujours un risque. Il y a toujours un risque, dès qu'on se met à tenir un discours nationaliste identitaire, de verser là-dedans. Mais après, je pense qu'il faut pas verser dans un cliché non plus. Il y a moyen de parler de ces enjeux-là et de le faire de façon respectueuse. Et je pense qu'à ce niveau-là, c'est la responsabilité des élus et des gens qui portent le projet souverain de mener ce débat-là de façon respectueuse. Ce qui, à mon avis, n'a pas été fait en 2014 avec Alors, ce ça fameux... nous prend quoi? Tout à l'heure, Antoine faisait appel à de l'information, une espèce d'éducation un peu plus rationnelle, calmée, posée. Alors, est-ce qu'un fameux institut qu'on est censé voir créer, là, est-ce que ça va être un début de préparation de quelque chose de plus solide? Je pense qu'il faut renouveler l'argumentaire, il faut le dire, il faut le faire dans une langue rafraîchie et avec des porte-paroles qui effectivement vont rejoindre la jeune génération, mais il faut
il faut renouveler, il faut nous dire une liste de pour et de contre, il faut avoir des arguments solides, autres que parce qu'on est tous ensemble, ou des arguments identitaires qui sont au final très flous et très changeants. Même peut-être dangereux des fois, si on écoute Jonathan. C'est ça. Ouais. Alors, il y a donc beaucoup à faire pour un prochain chef du PQ. Vous avez votre petite boule de cristal, vous dit quoi? Qu'on va on va se chicaner sur des calendriers pendant toute cette campagne-là? Je crois que oui. Moi, j'espère que non, mais peut-être. Mais en même temps, faut pas croire que les débats entourant la course à la chefferie du PQ totalisent la façon dont on discute de la souveraineté. Ça reste quelque chose qui est assez limité. C'est pas une campagne électorale. J'espère qu'on va parler d'autres choses que d'agenda référendaire, mais bon, à voir. Puis il y avait un désir de former une coalition ou au moins une convergence très exprimée, très clairement exprimée par Véronique Yvon, qui dit même, c'est pour ça que je vous en donne pas de calendrier, parce que je brûlerais des étapes. Est-ce que vous y croyez à ça? Je pense qu'il y a des candidats de qualité qui peuvent émerger de cette course et qui pourront trouver la bonne façon. Il y a un défi personnel comme homme politique ou femme politique de trouver le moyen de bien en parler, de renouveler le discours. C'est un défi, mais est-ce qu'on a vous dites des gens de qualité, vous y croyez vraiment, Antoine Rostramp, ou vous êtes un peu poli, là? Est-ce qu'ils ont cette envergure-là? Vous avez le droit, là, on est dans du pur commentaire. C'est à eux de nous le prouver. Je n'ai pas la réponse. D'accord. Mais je le souhaite. OK, Jonathan. Vraiment, je le souhaite. Je jette pas la serviette. Moi, je suis prêt à écouter, mais... Effectivement, on reste ouvert d'esprit. Oui, mais il faut pas croire non plus que le Parti québécois a le monopole de la discussion sur la souveraineté. C'est en plein ça. Bon, alors il va falloir effectivement, on n'aura pas le choix, faire face à ça, mais essayons autrement dit, de bien l'avoir, cette discussion-là, qu'on soit pour, qu'on soit contre. Une conversation qui inclut tout le monde. Qui est bien nourrie et qui inclut tout le monde, c'est ça. Un grand merci à tous les trois. Aurélie Langto, étudiante en droit à l'Université McGill et journaliste. Jonathan Roberge, auteur, réalisateur, humoriste et comédien. Antoine Rostramp, éditeur et diplômé en philosophie. À bientôt. Bye-bye. Bonne journée.